Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission de ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. La diplomatie sénégalaise dans tous ses états. Faut-il la réformer? L'échec d'Abdoulaye Bathily est-il un révélateur d'une diplomatie dépassée? La panne de l'appareil de radiothérapie de l'hôpital Le Dantec cache-t-elle le manque de maintenance des biens de l'État? Quelle configuration pour les prochaines législatives au Sénégal? Pour en parler, Remue Ménage reçoit ce dimanche 5 février 2017 Ahmad Soumaré, spécialiste de l'intelligence économique et directeur général du Centre africain de la nouvelle économie, et Adama Wade, directeur de publication de Financial Afrique. Remue Ménage avec Alassane Samba Diop, c'est ce dimanche 10h-11h sur RFM, la radio de toute l'actualité. Nous sommes dimanche 5 février 2017 et vous êtes avec nous pour un ménage. Merci de votre écoute. Merci de votre présence, messieurs les invités. Alors, cette semaine et celle d'avant, on a beaucoup parlé de la diplomatie sénégalaise avec la Gambie, où le Sénégal a réussi à déboulonner Yaya Jammeh de la Gambie après 22 ans de difficile cohabitation. Le leadership du Sénégal a été salué, même celui de la CEDEAO. Pour la Commission de l'Union africaine, le professeur Abdoulaye Bathily a été battu par le ministre tchadien des Affaires étrangères, Mohamed Moussa Faki. Beaucoup d'explications et de commentaires. Le professeur Bathily n'a pu avoir que 10 voix sur les 15 attendues de la CEDEAO. À votre avis, Ahmad Soumaré, pourquoi la diplomatie sénégalaise n'a pu faire élire Abdoulaye Bathily? Bonjour à tous les auditeurs, donc bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je pense que par rapport au problème de M. Abdoulaye Bathily, j'étais vraiment personnellement en tant que citoyen et patriote très amer. Parce que je ne peux pas comprendre que des politiciens se réjouissent donc que notre compatriote est perdu. En tant que patriote, donc je pense qu'il y a des choses qui doivent du linge sale qui doivent se laver en famille, mais pas d'en faire vraiment donc une source de joie de la défaite d'un de nos compatriotes. Et ce qui s'est passé au niveau donc de l'Union africaine, la défaite de M. Bathily, je pense que c'est une stratégie très claire. Et ça permet au gouvernement sénégalais, dans la démarche aujourd'hui, donc dans sa démarche de diplomatie, d'avoir le devoir de changer complètement de stratégie et de s'adapter aux nouvelles stratégies gagnantes du monde. Toute la stratégie donc économique, diplomatie économique qui sont venues, la diplomatie préventive, toutes ces données n'ont pas été mises sur la table pour pouvoir faire une bonne stratégie et de savoir qui est avec nous, qui est contre nous, qui est intermédiaire. Et que la méthode aussi de vote par rapport donc au niveau de l'Union africaine a beaucoup joué dans la mesure où donc c'est un système de parité qui se fait. Il y a tous ces facteurs qui sont des facteurs qui peuvent s'expliquer donc d'une part par rapport à la défaite donc de M. Bathily. Mais d'autre part, je pense que ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui, c'est de savoir donc la logique de la communauté. La logique de la communauté, vous avez dit tout à l'heure que sur les 15 pays de la CEDEAO, donc le Sénégal n'a récolté que 10 voix. Et malgré les 44 pays qui ont fait la campagne, donc pour pouvoir donc parler au nom de supporter donc la candidature du Sénégal, ça n'a pas eu lieu. Le problème donc, il y a un double langage dans nos amis, je mets entre guillemets nos amis, ce qui se disent nos amis, et donc de comprendre aujourd'hui avec du recul comment maintenant mettre la deuxième phase de la diplomatie sénégalaise sur une autre façon d'évoluer. Donc l'exemple du Maroc, donc on en parle, l'exemple du Maroc que je connais plus ou moins bien, lorsqu'il est sorti de l'Union africaine, qu'à partir de là, il devait avoir une autre stratégie aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, donc jusque je m'en rappelle dans les années 2003-2004, nous avons eu la première réunion sur cette stratégie à Tanger par rapport à comment le Maroc peut s'insérer dans l'univers au niveau diplomatique, au niveau économique. La diplomatie économique, on n'en parlait pas en ce moment. Et aujourd'hui, on voit qu'après 2004, ils sont venus
faire une opération complètement vers le sud de l'Afrique et avoir une autre ampleur, donc une autre façon donc de parler et une autre façon de déléguer et de comprendre qui sont ses amis, qui sont ses ennemis et comment évoluer avec ses ennemis. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le problème qu'on a. Aujourd'hui, c'est ça. Je suis très très amer, pas par rapport même à la défaite, mais par rapport à certains patriotes, donc sénégalais, qui se réjouissent de cette défaite. C'est ça qui me rend vraiment amer. Adam Wade, est-ce qu'au départ, on n'aurait pas dû évaluer les chances d'Abdoulaye Bathily, tout en sachant que l'Algérie serait contre cette candidature? On a vu l'Afrique du Sud qui est contre la candidature de Bathily, qui a voté contre. On a vu aussi le Zimbabwe voter contre parce qu'il y a des rivalités entre le Maroc et l'Algérie dans ce dossier. Et on savait que le Maroc est l'ami, comme on dit, du Sénégal dans ce dossier. Tout à fait, Alassane Samba Diop. Tout d'abord, je rejoins M. Soumaré, mais tout en disant que la diplomatie n'est pas une science exacte. C'est un billard à plusieurs bandes. Et là, le Sénégal s'est retrouvé en conflit ouvert, non pas avec l'Algérie, qui est effectivement porteur de voix de la République arabe sahraoui démocratique, mais le Sénégal s'est retrouvé en concurrence directe avec le Tchad, dans un espace linguistique, géographique, puisque c'est le Sahel. Comment? Le Tchad, qui est pourvoyeur de troupes dans des zones sensibles comme le Mali, le Niger, le Nigeria. Donc le Tchad qui est une véritable puissance diplomatique. Or, en face, qu'est-ce que nous avions? Nous avions en Sénégal, certes, bastion démocratique, pays exemplaire, mais exemplaire aux yeux de qui? Donc il y a un problème de perception qui se pose tout de suite. D'autant que de l'autre côté de l'Afrique, vers les pays qu'on appelle les pays des guerrilleros, c'est-à-dire la communauté de la SADC, nous avons quand même une perception assez réservée sur le Sénégal, vu comme pays qui soutenait le Maroc dans cette rivalité séculaire avec l'Algérie. Parce que pour ces guerrilleros qui ont arraché leur indépendance par les armes, ou le couteau entre les dents, un pays comme le Sénégal, modéré, certes, c'est là d'ailleurs la force du Sénégal, c'est d'être une puissance modérée. Un pays comme le Sénégal passe comme étant l'allié des Occidentaux, l'allié du Maroc. Donc il ne fallait pas que l'Union africaine bascule dans les mains du Sénégal. Donc on a une bataille à plusieurs niveaux. Il y a la rivalité entre l'Algérie et le Maroc. Il y a le retour du Maroc et le Sénégal était l'avocat un petit peu de ce retour du Maroc. Et la question qui se pose, est-ce que cette candidature était opportune? Est-ce qu'on pouvait poursuivre à la fois les objectifs du retour du Maroc et les objectifs d'une présidence de la Commission de l'Union africaine? Est-ce que le candidat était le bon? Sans se réjouir de sa défaite, je pense que le candidat Bathily aurait mis c'est-à-dire sa posture d'universitaire plus en avant que la posture diplomatique qui sied à une telle candidature. Mais le ministre Mankandia a dit que tous les pays ont dit que Bathily avait le meilleur profil. Mais ça ne se joue pas sur ça. Peut-être ça c'est au niveau des diplomates, parce qu'à un niveau beaucoup moins élevé, le niveau des observateurs et des journalistes, ce n'était pas la perception qui se dégageait. Dès le premier débat tenu à Addis Abeba entre les 5 candidats, on a vu plutôt un Bathily professeur, universitaire, aérien, face à d'autres candidats qui étaient beaucoup plus aguerris, en tout cas sur le débat que nous avons vu en termes de chiffres. Le Tchadien a listé les 1500 résolutions que l'Union africaine avait fait et qui n'ont jamais été appliquées. D'ailleurs, c'est le chiffre qui a été repris par le président Kagame lors de son discours à ce sommet, à ce 28e sommet. La Kenyane a mis en avant son expérience sur le commerce international. Elle a participé aux négociations très serrées au sein de l'OMC. Or, Bathily, effectivement, envoyé spécial de l'ONU en Afrique centrale, etc., et avait un discours beaucoup plus, je dirais, porté sur c'était le francophone, en fait, qui parlait. Il n'a pas pu s'en départir, même s'il a essayé de parler anglais. Est-ce qu'aujourd'hui, Ahmad Soumaré, après ce qui s'est passé avec Abdoulaye Bathily, il faut revoir la façon de faire la diplomatie, il faut la réformer, il faut l'adapter au nouveau contexte mondial, parce que Senghor parlait souvent de cercles concentriques, les voisins, la sous-région, la région, l'Afrique et le monde, et les amis du Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui il faut revoir ce paradigme?
Oui, je pense que ce paradigme est une nécessité, comme je disais aujourd'hui, tout à l'heure, lorsque j'ai pris l'exemple du Maroc, parce que le Maroc, quand il est sorti de l'Union africaine, il s'est retrouvé plus ou moins isolé, parce qu'Hassan II, avant sa mort, a voulu se rapprocher de l'Europe, et les Européens n'en voulaient pas. Donc, à droite, il y a l'Algérie, et à gauche, il y a la mer. Donc maintenant, il fallait avoir une politique qui doit être complètement isolée. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal pensait qu'il avait des amis. C'est la raison pour laquelle il avait eu l'accord, entre guillemets, des 44 pays qui ont été visités. Et il s'est rendu compte que ses amis proches, ce qu'ils disent très proches, de COSEC concentrique, en dépit des 15 pays de l'UEMOA, ceux qui sont très proches, qui sont aux alentours, que ça soit le Mali, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, la Guinée, ils ont tous joué d'autres cartes et d'autres de la CEDEAO. Le problème qui se pose maintenant, c'est de se dire maintenant, ok, on a ouvert les yeux. Depuis 1990, la diplomatie mondiale a changé. La chute du mur de Berlin, donc la stratégie américaine, comme vous savez, c'était les blocs de la guerre froide. Clinton et Al Gore ont complètement changé donc la diplomatie, avec d'autres envergures qui sont beaucoup plus orientées sur le renseignement économique. Et c'est la raison pour laquelle la diplomatie, à partir de 90, s'est explosée complètement. Au niveau mondial, on est dans une globalisation. Et ils ont d'autres paradigmes qu'ils ont mis en place, d'autres alliés, d'autres amis, entre guillemets, avec lesquels ils doivent faire leur diplomatie. Aujourd'hui, le Sénégal, en dépit de la diplomatie économique, la diplomatie préventive, parce que la diplomatie rejoint les concepts d'intelligence économique, qui est une management stratégique, c'est de la stratégie. En général, ne va pas aller en guerre s'il n'a pas donc une perception de la puissance de ses troupes et de ce que les stratégies d'en face doivent faire. Il ne va pas envoyer les gens à la mort. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire de repenser en termes d'intelligence économique, d'intelligence stratégique, comment le Sénégal doit bâtir sa stratégie aujourd'hui diplomatique vis-à-vis de ses voisins très proches, qui sont la Gambie, qui sont la Guinée, qui sont la Guinée-Bissau, qui sont la Mauritanie et autres. Et d'autre part, au niveau même communautaire, parce qu'il y a un double langage à mon niveau, à ma connaissance, entre ceux qui se disent ses amis et donc après, comme c'est la diplomatie, donc les gens ne veulent pas froisser, c'est le sourire, mais derrière c'est le couteau. Donc de comprendre maintenant ce double langage, c'est bien. Donc le fait que le Sénégal ait perdu donc cette présidence de la Commission, c'est très bien. Mais ça a permis d'ouvrir les yeux et d'avoir une autre approche maintenant de la diplomatie, donc au niveau sénégalais, et de savoir maintenant comment les strates, donc on doit les mettre, d'aller sur un autre niveau, et tout en restant au niveau de la CEDEAO, mais de savoir exactement que entre le sourire et les discours, les faits sont complètement différents, et de repenser complètement la stratégie diplomatique du Sénégal. Est-ce que repenser la stratégie diplomatique du Sénégal, c'est aujourd'hui revoir aussi le contenu des cours qu'on donne au niveau de l'ENA, où on forme des diplomates, de les adapter aux nouvelles réalités mondiales? Oui, forcément, mais avant tout, la diplomatie, c'est une question d'intérêt et pas d'amis. Le Sénégal n'a que des intérêts, à l'exemple, à l'instar de tous les pays. Il y a une diplomatie par cercle concentrique qui commence par le voisinage. Or, aujourd'hui, pour des raisons diverses, les voisins sont temporairement donc dans une conjoncture qui n'est pas propice à une vision commune. Vous avez la Guinée et ses problèmes internes. La Gambie avec tout ce qu'on a vu se dénouer en jeu commis tragique avec le départ de l'ancien président. La Mauritanie aussi pour des raisons aussi de voisinage, pour des raisons géostratégiques liées au pétrole, pour des raisons de politique intérieure, peut-être est dans une posture de défi face au Sénégal, peut-être un peu envahissant sur le plan diplomatique. Donc nous sommes dans une période peu propice à une conjonction commune en termes de diplomatie, en termes de politique. Est-ce que la conjoncture intérieure a pu jouer sur la façon de gérer la diplomatie, parce qu'on sait qu'en Guinée aujourd'hui des voix s'élèvent pour demander à Alpha Condé de chercher un troisième mandat. En Mauritanie, il y a des difficultés avec le référendum. Il y a aussi le troisième mandat. Qui a annoncé le troisième mandat. Même s'il n'est pas dit. Le Sénégal considéré comme étant une démocratie où il y a eu deux alternances. Est-ce qu'aujourd'hui, cette prégnance de ce troisième mandat dans ces pays-là n'a pas influé sur le choix? Ouais, je dirais qu'il y a dans notre voisinage une guerre de leadership et de vision
entre une démocratie affirmée qui a subi quand même 2 alternances majeures en l'espace de 12 ans et en face un régime mauritanien en voie de démocratisation mais encore autocratique avec aussi un président qui est embourbé dans un référendum dont le dénouement est incertain. Donc, dans quelle mesure la Mauritanie devra négocier avec la grande diplomatie? Je dis bien la grande diplomatie parce que tous ces pays, quand ils sont en crise, ont essayé de trouver une solution au Sénégal. La Mauritanie actuelle, la Mauritanie politique actuelle est née des accords de Dakar avec Cheikh Tidiane Gadio, Abdoulaye Wade. La Guinée, le deal entre Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé s'est dénoué en partie au Sénégal. La Gambie, vous l'avez vu. Donc c'est des pays sous influence quand même sénégalaise depuis un demi-siècle. Donc on assiste aujourd'hui à un nationalisme, à un retour de nationalisme dans ces pays qui défie cette tutelle entre guillemets, pas une tutelle réelle mais une tutelle de fait, une tutelle peut-être culturelle du Sénégal. Et là le Sénégal devrait en tant que peut-être puissance entre guillemets encore, devrait peut-être prendre ça en compte dans ses paramètres diplomatiques. Quant à l'ENA, moi je dissocie la formation et la réalité. La diplomatie c'est les stratèges. C'est le temps des stratèges, c'est le temps des Confucius, c'est le temps de ceux qui savent vaincre sans combattre nécessairement. Il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de poignard, il y a surtout des intérêts et les intérêts sont réels et chaque pays doit défendre ses intérêts. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que le Tchad ne soit devenu pratiquement le gendarme de l'Afrique, avec un coup de feu, les Tchadiens interviennent, le Tchad a payé un lourd tribut au Mali, au Cameroun, un peu partout en Afrique, est-ce que ça, cette diplomatie, cette force militaire, n'est pas un atout diplomatique pour le Tchad? Je ne pense pas, parce que le Tchad donc a été appelé parce que en Mauritanie, au Mali, parce qu'ils évoluent peut-être dans le même espace avec la guerre depuis les Toubou et consorts, donc la guerre dans le désert. Le problème malien donc se situait dans ce contexte. Donc ils ont l'habitude de se battre dans le désert, c'est peut-être que c'est ça qui fait que le contexte malien, les Tchadiens étaient beaucoup plus donc appropriés aux autres. Mais les techniques de la guerre même ont changé. Aujourd'hui, la guerre elle est beaucoup plus technologique que la guerre de 1445, 1439 de face à face où on se tire dessus. Quand je vois par exemple l'exemple de la Gambie, c'est une parenthèse, où les gens restaient dans des forts à attendre que les Sénégalais débarquent ou la CEDEAO débarque de l'autre côté pour tirer dessus, ils sont complètement obsolètes. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, elle est autrement. Donc on peut faire la guerre sans pour autant avoir une seule personne donc en face. Aujourd'hui, il y a la technologie, il y a les drones, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir faire la guerre. Le Tchad, je pense que quand on regarde économiquement le Tchad, malgré tout ce qu'ils ont comme potentiel, vous avez des gens aujourd'hui qui sont 4, 5 mois, 6 mois qui n'ont pas payé de salaire. Il y a un problème économique pur qui se pose. Il y a un problème de leadership, comme disait tout à l'heure Adama. Aujourd'hui, par rapport dans la sous-région, donc le Tchad essaie de se positionner dans l'arme donc du terrorisme. C'est tout à fait normal parce que quand vous avez Boko Haram et que Boko Haram, donc le Cameroun avec les zones frontalières au niveau du lac où ils partagent avec le Cameroun, nécessairement s'ils sont dans le lac, ils vont pas s'arrêter à la frontière, ils vont rentrer dans le Tchad. Et vu la contestation aujourd'hui au niveau du Tchad des opposants, surtout donc les élections qui sont passées et des problèmes politiques qu'ils ont, donc il y a un problème sérieux au niveau du Tchad. Mais maintenant, pour pouvoir parer à tout ça, donc on connaît l'image du Tchad dans le monde, que ça soit toutes les diplomaties occidentales par rapport à l'image. Maintenant, pour pouvoir parer à ça, le Tchad donc a intérêt à maintenant se positionner autrement. Ça, c'est tout à fait normal. Je n'ai rien contre le Tchadien. Tout à l'heure, donc on a parlé donc du nouveau président. Je le félicite. Il a de l'expérience au niveau international à ce niveau. Je n'ai rien contre le Tchad. Je dis simplement, objectivement aujourd'hui, le Tchad a énormément de problèmes internes, malgré donc toutes ces ressources qu'ils ont. Le problème qui se pose, le Tchad, qu'il s'impose
au niveau de trucs, mais ils n'ont pas les moyens ni les capacités techniques et technologiques au niveau de leurs forces armées. Les forces armées syriennes, quand on cite un exemple les forces armées donc sénégalaises, ce sont des généraux qui ont fait West Point, qui ont fait toutes les grandes écoles de guerre au niveau mondial. Vous voyez ce que je veux dire? Le Tchad, ils n'ont pas ces potentialités, ces techniques, ces technologies pour pouvoir faire la guerre. La guerre aujourd'hui, ce n'est plus d'être en face de tirer des bombes. La guerre, elle est beaucoup plus stratégique et technologique. Mais aujourd'hui, quelles sont les solutions qu'il faut mettre en place pour que la diplomatie sénégalaise, dans ces genres de situations-là, puisse anticiper? Voilà, moi je pense qu'il y a d'abord un inventaire à faire, parce que même si on suppose que c'est une défaite de Abdoulaye Bathily, c'est le Sénégal qui a mené le combat et qui l'a ordonné. Donc il y a un inventaire, parce qu'on assiste quand même à une perte d'influence du Sénégal qui est manifeste depuis le dernier forum sur la paix et la sécurité au Sénégal. On a vu quand même en face du Sénégal, en G5, c'est-à-dire les pays du Sahel regroupés dans ce groupement, de ce fameux groupement pour lutter contre le terrorisme, où le Sénégal, pour des raisons diverses, n'est pas membre. Donc là, dans son espace, il y a un regroupement, et le Sénégal devrait, à mon avis, intégrer ce G5 pour apporter son expérience et son expertise dans la lutte contre le terrorisme. Il y a le cas du Mali, le Mali qui est un échiquier entre l'Afrique de la savane et l'Afrique du Sahel. Et là aussi, la part du Sénégal, elle est très minime par rapport aux relations entre le Sénégal et le Mali. Il y a forcément de l'amertume qui peut se ressentir de Bamako. Donc la diplomatie, c'est les moyens. Mais le Sénégal la diplomatie repose sur des moyens. A des troupes au Mali. Le Sénégal a des troupes au Mali, mais peut-être c'est en deçà des relations entre le Sénégal et le Mali qui appartenaient à une confédération. Donc, il est temps peut-être que le Sénégal fasse l'inventaire d'un côté de sa diplomatie, de l'autre des moyens consacrés à cette diplomatie. Parce que le pays dispose d'un parc diplomatique énorme, d'ambassades et de consulats, mais peut-être les moyens consacrés à l'influence, à cette guerre dont parlait M. Soumaré, la guerre de l'information, la guerre de la technologie, cette mise à niveau doit se faire, et elle ne doit pas se faire seulement dans les écoles, mais dans les ambassades, auprès des bureaux économiques des ambassades, auprès des deuxièmes conseillers aux ambassades. Donc il y a une restructuration qui est nécessaire. Exact. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour avoir une diplomatie beaucoup plus offensive? C'est déjà, je pense que de la base, c'est l'information, la sensibilisation, l'éducation. Vous avez parlé de l'ENA. L'ENA, donc, à mon avis, donc, ils ont des formations dans la diplomatie, mais est-ce que c'est la diplomatie actuelle dont on s'enseigne ou c'est l'ancienne diplomatie? Donc, la diplomatie a complètement changé. Ce n'est pas quelque chose de figé. La diplomatie, aujourd'hui, il y a beaucoup de paramètres qui viennent s'y mêler. La diplomatie économique, on l'entendait pas. La diplomatie préventive, on l'entendait pas. La diplomatie stratégique, on l'entendait pas. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui sont venus aujourd'hui s'intégrer dans le champ diplomatique qu'on doit concevoir. Et on ne peut pas aujourd'hui avoir donc une logique de démarche sans pour autant avoir la connaissance de tous les environnements. Tous les environnements. La connaissance de ces environnements fait qu'au niveau de la sous-région, moi personnellement, je ne suis pas pour donc que le Sénégal reste là à discuter avec des trucs. Je suis pour que le Sénégal s'élève. On a un niveau, tous ceux qui sont sincères dans les relations de coopération donc efficaces, je n'ai pas de doute sur la volonté du Sénégal d'appuyer ou de comment ça s'appelle, d'aider, d'assister donc dans la sous-région. Je n'ai pas de doute sur ça. Je n'ai pas de doute parce que le Sénégal donc a toujours manifesté sa volonté, même dans des pays qui ne sont en dehors même de l'Afrique, du Liban ou ailleurs, donc ou à Rwanda, même dans des contrées qui ne sont pas dans la sous-région. Maintenant, si dans la sous-région il y a des problèmes de susceptibilité, des problèmes de jalousie, des genres de problèmes, je pense que il faut s'élever. Il faut s'élever à un autre niveau, et je pense et apporter maintenant le maximum donc d'efficacité, que ça soit en Guinée-Bissau ou des problèmes donc vraiment séculaires donc politiques donc sont là. Le Sénégal a toujours été là, même s'ils ne sont pas des francophones, mais qui font partie de la CEDEAO. Et je pense que si maintenant, en dépit des efforts qui sont faits, même si donc il ne va pas en Afrique centrale
pour pouvoir donc faire le G5, se battre contre le Boko Haram et consorts, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de stratégies, de tactiques et autres que les Sénégalais peuvent apporter. Donc je pense qu'à partir de là maintenant, il faut absolument que le Sénégal se rehausse, forme ses diplomates, que ça soit interne ou externe, que ça soit ceux qui sont à l'extérieur, surtout dans les écoles de formation, de complètement changer le contenu même donc de la formation dans la diplomatie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des relations interpersonnelles qui jouent entre les présidents, ceux qui dirigent les pays, c'est-à-dire les relations, peut-être le conflit de génération entre le président Macky Sall et Alpha Condé, entre le président Macky Sall et Abdelaziz, des relations personnelles, ça peut jouer aussi, influer sur la façon dont les pays se comportent. Tout à fait. En fait, les relations personnelles ne changent pas la donne, mais la compliquent. Et il est vrai que entre Alpha Condé et le président Macky Sall, il y a toujours eu un petit nuage de conflits liés à la gestion de l'Ebola à l'époque, liés aussi aux conditions particulières de son élection lors du deuxième tour, dans des circonstances quand même qui avaient suscité pas mal de commentaires. Vis-à-vis aussi des autres pays, il y a toujours cette nature divergente entre une démocratie et une démocratie en transition ou bien une autocratie pour couper court. Maintenant, la diplomatie s'applique sur le réel. La diplomatie s'applique sur les intérêts. Et les intérêts sont divergents, mais c'est conjoncturel. À mon avis, tant que il y aura une incertitude liée aux découvertes du pétrole à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, une incertitude sur l'étendue de la nappe, sur sa position géographique exacte, sur le tracé de la frontière, il y aura problème. Tant que aussi il y aura une incertitude liée aux zones maritimes entre les deux pays, aux pêcheries, il y aura un problème. Tant que entre la Guinée n'est pas apaisée sur le plan intérieur, parce que la Guinée a un prolongement au Sénégal avec une forte population immigrée. Exactement. Donc il y aura toujours un jeu concomitant entre les deux pays. Le Tchad étant le gendarme qui n'a pas les honneurs, c'est un gendarme quand même qui a essuyé un échec diplomatique, parce que pour le commandement de l'aménagement, ils ont convoité ça, ils ne l'ont pas eu. Mais le danger pour l'Union africaine dans tout cela, c'est de voir le Tchad prendre la Commission de l'Union africaine comme un butin de guerre. Or, nous, on voulait d'une Commission de l'Union africaine qui soit porteuse des réformes légitimes et nécessaires pour que l'Afrique avance et soit intégrée. Mais justement, sur ces réformes-là, on a peu parlé des propositions de Kagame qui parle de la taxe Kabureka, l'ancien Donald Kabureka, l'ancien président de la BAD, qui disait qu'il faut prendre peut-être 2% des transactions pour financer l'Union africaine, qui est aujourd'hui sous perfusion de l'Union européenne et dont le bâtiment a été construit par des Chinois. Exactement, parce que de toute façon, donc, on ne peut pas avoir une politique indépendante avec les moyens des autres. Ça, c'est sûr, c'est certain. Donc, depuis que Kadhafi a épuré le solde, donc les arriérés de pas mal de pays, aujourd'hui, les arriérés commencent encore à s'installer. Et je pense que avant de pouvoir faire du nationalisme, faire des trucs, il faut déjà payer donc ses cotisations. Donc ceci est valable donc au niveau de tous les pays africains donc qui ont des arriérés. D'autre part, je pense que il faut se donner les moyens de sa politique. Quand on n'a pas donc les moyens de sa politique, une politique ne peut pas arriver. Donc je salue vraiment la clairvoyance donc de ce comité donc dirigé par Kagame de pouvoir poser ce problème sur la table. D'une part, et d'autre part, quand je regarde au niveau donc toujours de diplomatique, des pays, quand on disait, donc, comme le Zimbabwe, comme la Guinée, comme, je sais pas, j'ai l'impression que de vivre une autre époque. Ils sont dans des histoires c'est comme quelqu'un aujourd'hui qui discute avec vous, qui vous parle des bienfaits de la théorie de Karl Marx. Je sais pas, j'ai l'impression vraiment. Karl Marx, c'est toujours actuel, hein? Non, mais je dis, j'ai l'impression de vivre une autre époque aujourd'hui, parce que on est dans des réalités qui sont complètement, donc, dichotomique avec aujourd'hui ce qui se passe. Quand le président zimbabwéen donc dit que oui, le Sénégal est trop proche de ses anciens colonisateurs, quand j'entends Yaya Jammeh qui dit que ses meilleurs amis c'est le Guinéen
et comment il s'appelle Mugabe. Comment il s'appelle Mugabe, voilà. Je me suis dit, mais attends, ils sont complètement dans des idéaux de 1960. Ils ne sont pas aujourd'hui en l'an 2000 du 21e siècle. Ils se sont trompés des siècles. On est aujourd'hui dans d'autres réalités. Le monde avance à une tellement grande vitesse que ces gens-là sont... Mais en même temps, monsieur Soumaré, il y a une ligne de fracture quand même idéologique dans l'Union africaine qui est là depuis des années 63 avec la constitution de l'Union africaine et avec les clubs de Monrovia, de Casablanca et autres. Il y a une ligne de fracture. Il y a d'un côté ceux qui sont perçus comme étant des pays néocolonialistes, c'est-à-dire des pays modérés, et d'autres qui les armes, et Robert Mugabe en fait partie. Il est très populaire en Afrique, il est très populaire dans la zone de la SADC, qui est de l'Afrique de l'Est. C'est une zone qui a été libérée par Vincis Guerriero, c'est ce qu'ils disent dans cette sous-région. Kagame en fait partie, il est venu au pouvoir en treillis. Ces gens, ils ont une conception de la liberté qui est différente de la nôtre. Nous avons par le génie, par notre génie civilisationnel ou culturel peut-être, nous avons par la négociation puis parvenir sans combattre, Confucius, monsieur Soumaré, sans combattre, parvenir peut-être au même résultat. Maintenant, cette idéologie, elle est saine. Il faudrait pour qu'on arrive à un équilibre qu'il y ait ces deux idéologies pour que l'Union africaine marche sur ses deux pieds. Parce que une personne comme Mugabe, quand même, est un rappel. C'est un rappel pour nous qu'il y a quelques années, un noir n'avait pas le droit de s'asseoir sur un banc au Zimbabwe. C'était seulement dans les années 75. Donc c'est un symbole très fort, même si après, sa gestion du pouvoir c'est autre chose. Au sein de l'Union africaine, cette taxe Kaberuka qui porte sur 0,2%, elle est aussi essentielle parce qu'elle est née quand même d'une réflexion ici de cette zone, la SADC. Donc c'est peut-être cette guerre, mais dans une version plus économique. Et maintenant, il y a beaucoup d'obstacles qui s'y opposent parce que chaque pays devra, selon les informations, dresser une liste des produits prioritaires qui ne feraient pas partie. Chaque communauté économique aussi devra voir si ces textes vont concorder avec cela. Et donc, la mise en œuvre reste le problème essentiel de cette taxe. Tout le monde l'a approuvé, ça a été adopté, mais la mise en œuvre, et là encore une fois, ce sont les intérêts des États qui se dressent comme des citadelles imprenables. La mise en œuvre nous permet d'aller dans le deuxième point de notre débat, c'est la panne de la radiothérapie du cancer au Sénégal, qui a aujourd'hui posé énormément de problèmes à ceux qui sont malades de cancer, qui sont évacués au Mali. Il parlait de mise en œuvre, mais on parle plutôt de suivi. Pourquoi aujourd'hui, dans notre pays, les biens de l'État ne sont pas tenus, il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas de suivi, jusqu'à ce qu'une machine qui a été achetée en seconde main en 1989 tombe en panne et que le responsable de cancérologie à l'hôpital de Dantec dise que cette machine était même dangereuse pour les malades. Et je pense qu'aujourd'hui, comme je disais, il y a ce qui me fait mal, comme je disais au départ, c'est le manque de patriotisme et de civisme. Surtout de la classe politique, parce que la classe politique par essence, quand on fait de la politique, tout le monde fait de la politique. Oui, c'est pas quand même qui fait le suivi des machines dans les hôpitaux. C'est-à-dire que tout le monde fait de la politique. Il y a des responsables qui sont là, il y a des responsables techniques donc qui sont là. Donc sachant que cette machine est vieille de 28 ans et que sachant que donc les moyens de l'État, comment on les gère, laisse à désirer. Je pense qu'il était de leur devoir de ne pas attendre que cette machine tombe en panne pour tirer la sonnette d'alarme. Je pense que c'est leur devoir, même s'ils ne sont pas sur le champ politique. Donc les commissions, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, qui s'occupent de la santé, tous ces problèmes, les ministères, je pense que il y a des personnes donc de très haute facture qui ont beaucoup de connaissances et de compétences dans ce domaine pour pouvoir faire une cartographie de tout ce qui se passe. Mais chacun reste dans son truc tranquille. On attend maintenant à faire le pompier pour éteindre le feu. Et c'est ça que je déplore, parce que quand on veut le développement, ce n'est pas de venir faire le pompier, c'est de prévenir les foyers de feu. Et aujourd'hui, il n'y a aucune prévention, il y a aucune implication, donc comme ce que je disais, patriotisme, de pouvoir voir exactement
quels sont le matériel dont nous disposons. On n'attend pas d'avoir la voiture en panne pour penser à faire la maintenance. La voiture, il faut la maintenir avant qu'elle ne tombe en panne. Au niveau donc de cette machine, chez les vieilles de 28 ans, je pense que c'est à eux donc de réfléchir, parce que c'est eux que le peuple a donné donc mandat de pouvoir veiller sur tout ce qui est santé. Mais d'attendre que maintenant le feu qui est, qu'on se dit tiens, il faut appeler, donc c'est les pompiers pyromanes, quoi, éteindre le feu. Comparaison n'est pas raison. Au Maroc, 32 machines de radiothérapie. C'est vrai que ce pays-là, sur le plan économique, on ne peut pas le comparer au Sénégal en ce moment. Mais que aujourd'hui, que pratiquement la quasi-totalité des médecins marocains soient formés au Sénégal, qui pratiquent là-bas, qu'on évacue nos cancéreux au Maroc pour les soigner. Il y a un problème aujourd'hui de maintenance, de suivi des machines qu'on met à la disposition de l'administration sénégalaise. À titre de comparaison aujourd'hui, quand on regarde auprès du soleil le garage d'automobile de l'État du Sénégal, combien de voitures sont là-bas garées, alors qu'on aurait pu les réparer peut-être, les distribuer dans les régions pour qu'ils permettent à évacuer ces femmes qui accouchent en charrette. Il y a un problème. Tout à fait, il y a un problème. Il y a un problème lié peut-être à la question, à l'approche développement adoptée par le Sénégal. Vous avez parlé du Maroc. Le Maroc n'est pas si loin du Sénégal. Dans les années 1990, les deux pays étaient pratiquement encore sur le même pied d'égalité, en tout cas en ce qui concerne des acquis sociaux. Or, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Vous avez vu la politique d'ajustement structurel qui s'est appliquée à un certain nombre de pays africains et qui a démembré l'État de ses bras protecteurs des populations. Le système éducationnel est tombé en lambeaux. Le système de santé est tombé aussi et il ne s'est jamais relevé. Je salue d'ailleurs la décision prise dernièrement par les autorités de faire un check-up de la CMU. Mais le Maroc, c'est une vision. C'est une vision et aussi c'est une mise en œuvre. C'est une politique patriotique aussi parce que ils ont créé de grands groupes. Beaucoup d'étudiants marocains viennent se former ici, mais il y a là-bas beaucoup de structures de formation dans le domaine de la médecine. Il y a beaucoup de polycliniques privées qui sont aussi très très bien avancées. Et il y a un système de santé publique qui a été réhabilité, qui a encore des problèmes, mais qui est en phase de réhabilitation. Et il y a aussi le principe général de la sanction récompense qui accompagne les politiques publiques marocaines. Au Sénégal, il y a un sentiment en tout cas vu de loin, vu dans les rédactions, il y a un sentiment de laisser aller dans la gestion de certains services publics. Exactement. C'est pas seulement la santé. Vous voyez, par exemple, dans le domaine aérien, comment la seule compagnie nationale est tombée plusieurs fois d'ailleurs. Vous voyez, dans le domaine, dans d'autres domaines, nous avons des services entiers qui, par exemple, pour l'établissement des passeports ou des cartes d'identité, il arrive que des machines tombent en panne et qu'on attend des pièces de rechange ou un technicien qui vient d'ailleurs. Tout cela montre quand même que le développement ne dépendrait pas des pièces à importer. C'est un processus endogène et tant qu'on n'aura pas de techniciens bien formés, tant qu'on n'aura pas des mainteneurs bien formés, nous serons toujours dépendants de l'importation de quelques pièces qui mettent aujourd'hui en vie. Sauf qu'au Maroc, il y a un roi qui dit, et on le fait. Au Sénégal, le constat qu'on a fait, si on écoute le communiqué des conseils des ministres, on a l'impression d'entendre le même communiqué tous les mercredis. Le président rappelle, le président dit, le président réaffirme. C'est la vieille question du rapport entre la démocratie et l'efficience économique et le développement. C'est vrai que il serait très intéressant de faire aujourd'hui l'inventaire de la démocratie sénégalaise projetée sur le champ économique. C'est une démocratie, j'imagine, coûteuse pour le budget quand même, avec des structures, des leviers de répartition du pouvoir qui sont très lourds, mais qui n'en posent pas moins la problématique du développement. Parce que quand on compare le Sénégal avec les pays de la sous-région qui ne sont pas démocratiques pour certains, du point de vue économique, il n'y a pas de grande différence. Le système aujourd'hui public, il est carrément en lambeaux, peut-être au terme d'IPAS, mais aussi du fait que depuis les années 60, le Sénégal n'a pas enregistré de forte croissance. Durant l'ère du Parti socialiste, les 40 ans, on a eu une croissance d'à peine 2%.
entre 1990 et 2012, on a eu une très faible croissance aussi, sauf sur la dernière année d'Abdou Diouf. Sur les années Wade, il y a eu une réhabilitation des infrastructures publiques. Il y a une grande avancée sur les infrastructures publiques. Avancées qui se poursuivent aujourd'hui, mais avec une question lancinante qui va monter. Quel est le rôle du secteur privé sénégalais dans cet élan? Réhabilitation des infrastructures publiques avec Wade, mais il y a un problème maintenant qui se pose. Un exemple, aller en face du pont qui est en face de l'école Seydou Nourou Tall, le pont est en train de se dégrader. On se demande où sont les services de maintenance qui prennent les impôts des Sénégalais pour réparer ces machines-là. On a l'impression que dans tous les secteurs, les biens publics sont négligés. Exact. Les gens ne font pas le travail. Exact. C'est ça que je disais, parce que là, il y a l'efficience du secteur public. Parce que le problème qui se pose, c'est que, comme j'ai dit, donc, quand les évaluations de la Banque mondiale ou autres, donc, mettent le point sur le nombre de fonctionnaires, je pense que ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt. L'efficacité, donc, l'efficacité des politiques publiques. Donc, cette efficacité des politiques publiques, donc, comme je disais tout à l'heure, c'était, donc, on a assez de ressources. Vraiment, on a assez de ressources, mais les ressources sont éparpillées, ne sont pas gérées dans l'efficience. Les ressources, il y en a. Il y en a vraiment des ressources, mais ce n'est pas bien géré. Ce n'est on gaspille nos ressources vers des zones où par exemple, dans le domaine politique ou dans le domaine des élus, des avantages qui n'ont rien qui ont rien à faire dans le développement. C'est là que pour la question de la radiothérapie, on revient un peu. Oui. Au Sénégal, il y a un problème de plateau technique. Le plateau technique des hôpitaux au Sénégal. Exactement. Si vous allez à l'intérieur du pays aujourd'hui, mais si vous êtes malade, vous êtes prêt, peut-être vous pouvez aller mourir. C'est certain. Alors que quand on voit les évacuations sanitaires au Sénégal, ça coûte des milliards. Cher, oui. Mais pourquoi cet argent n'est pas réinvesti sur les plateaux techniques? Mais c'est ça que j'ai dit, que quand on n'a pas une stratégie, on ne peut pas s'attendre à l'efficience. Parce que la stratégie, au niveau médical, on n'en a pas. On attend donc d'avoir que la machine tombe en panne pour pouvoir crier. Comme je dis, il faut prévenir les pannes. On a des techniciens, donc on a même certaines pièces. Je suis certain que certaines pièces, donc que ça soit mécanique, il y a des pièces qu'on peut développer ici, qu'on peut construire ici, donc qu'on peut. Mais ce n'est pas d'importer des pièces, ce n'est pas d'avoir un manque de techniciens. C'est un problème de politique stratégique qu'on n'a pas. Et donc c'est pas l'argent qui manque, parce que l'argent il y en a. Mais c'est mal réparti dans des domaines qui n'ont rien. Tout à l'heure, vous avez parlé du parc automobile. L'argent, il y en a. Le parc automobile, donc on peut réparer beaucoup de véhicules, on peut que mettre donc, au niveau régional, au niveau départemental, au niveau des villages, au lieu de les parquer dans des mouroirs, entre guillemets. Le problème, il est là. C'est un problème donc de stratégie, de pouvoir d'avoir de l'efficience dans la bonne marche du matériel, aux techniques, aux technologiques de l'État. Et ça, c'est pas fait. Et ça, c'est de l'argent qu'on jette donc vraiment par la fenêtre. Et ça, on ne peut pas se le permettre aujourd'hui. Pendant ce temps-là, le bouillonnement au Sénégal, c'est les législatives, on en parle, les partis s'organisent pour aller à l'Assemblée nationale. Il y a Benno Bokk Yakaar, il y a Banco Wattu Sénégal, il y a Assemblée Bougniboug avec la coalition de Maître Mamadou Gueye. Aujourd'hui, cette configuration vers laquelle on va, qu'est-ce que ça peut donner aux Sénégalais au niveau de l'Assemblée nationale où on doit évaluer encore une fois les politiques publiques? D'accord. Factuellement, je dirais que les prochaines législatives constituent un grand rendez-vous pour tous les Sénégalais et par-delà pour tous les Africains qui s'intéressent toujours quand même au Sénégal et à son exemplarité démocratique. Et maintenant, on va assister, à mon avis, à un vrai duel au sein du Parti socialiste. Qui est l'un des vieux partis du Sénégal et peut-être qui est à la croisée des chemins. Il y a des égos qui s'affirment, il y a des jeunes qui montent. Maintenant, ce qui est embarrassant dans ce débat au sein du Parti socialiste, c'est qu'on voit des postures, mais on ne voit pas des idéologies, on ne voit pas des discours. C'est la lutte des places. On voit plutôt la lutte des places. Voilà. Au sein du parti aussi de Moustapha Niasse, nous assistons à des velléités d'alternance générationnelle. Et maintenant, le patriarche tient bien la baraque, mais est-ce qu'il le tiendra aussi bien durant les législatives face à une jeunesse bouillonnante? On va voir. Donc, en un mot, tous les alliés de l'APR, du président Macky Sall, sont en difficulté. Donc, il y a des configurations d'un nouveau champ politique qui émerge. On voit les contours.
Maintenant, encore une fois, du point de vue global, il n'y a pas un discours de rupture dans le débat politique sénégalo-sénégalais. On a plutôt l'impression qu'il y a des discours de continuité sous des couleurs différentes, des partis différents. Donc, qu'est-ce qui va changer pour le quotidien du peuple? Question importante. Qu'est-ce qui devrait changer pour le quotidien des Sénégalais, vu la masse, 250 partis politiques, les Sénégalais en font un métier, chacun veut être politicien, les gens se luttent pour des places, mais rien dans les programmes. On voit des choses réelles qui vont changer effectivement la vie des Sénégalais. Est-ce que les citoyens doivent être beaucoup plus exigeants par rapport à ces partis politiques, à tous ceux-là qui veulent aujourd'hui occuper des postes? Je pense que le moment est venu d'appliquer ce que le président Sall a promis, qui est la rupture pour la rupture. Quand je parle rupture, je dis rupture beaucoup plus politique et des pratiques politiciennes. Ça ne peut pas durer. Nous sommes dans un monde où tout est visible aujourd'hui. Nous sommes dans un monde de multimédia. Toutes les pratiques... En tout cas, sur le plan de la transhumance, il n'y a pas de rupture. Non, mais on n'a pas l'impression, en tout cas, qu'il y a de la rupture. Sur le plan de la transhumance, sur le plan de la proximité de la famille, de la famille présidentielle par rapport aux choses politiques et économiques, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a une rupture. Et c'est là, en fait, il y a une alternance dans les années 2000, mais depuis cette alternance, on n'a pas l'impression, on a plus l'impression qu'il y a une continuité dans la pratique. Il faut maintenant apporter la rupture. On voit les mêmes têtes depuis 1950. Cette rupture doit aboutir déjà au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau même de la façon d'élire les gens, donc de leur donner une place, une position. Ça doit disparaître complètement. Nous ne sommes pas des cancres. Le Sénégal regorge de personnes de bonne volonté, des intellectuels, des gens donc de sommités, mais qu'on amène cette personne donc au niveau de l'Assemblée, qu'ils puissent réfléchir sur des stratégies viables et des stratégies qui peuvent accompagner notre développement. C'est pas la confiance aussi des Sénégalais. C'est pas une histoire de confiance. Le problème, c'est pas la confiance. Je ne pense pas que le problème des élus, être élu, c'est quoi? C'est figurer sur une bonne place sur la liste. Oui, il y a des élus. Là, vous parlez de la liste nationale. Il y a des gens qui sont là à l'Assemblée toute l'année. Mais c'est le choix des populations aussi. Mais non, c'est pas le choix des populations. C'est-à-dire que quand on choisit une liste, la plupart ne savent pas comment la liste elle est dressée. Ouais, je veux dire. Donc il y a le tête de liste et la liste, comment le contenu de la liste, ils ne le connaissent pas. Il y a des gens qui ne parlent même pas à l'Assemblée. Ils font qu'applaudir et lever la main pour voter. Mais ça, tout n'importe qui peut le faire. Ah d'abord, sur le choix, ces gens-là qui sont à l'Assemblée nationale, la plupart d'entre eux aussi, ont peut-être eu l'onction des électeurs dans leur localité. La plupart on porte quand même une légitimité populaire. Maintenant, il y a plusieurs élections au sein du Parlement. Il y a une liste nationale, il y a des cooptés. Donc, ça fausse quelque part. Mais c'est dans toutes les démocraties. Il y a des cumulards. Mais c'est dans toutes les démocraties. Ce qu'il faut voir dans les discours en vue des prochaines législatives, c'est où sont ceux ou celles qui prônent la rupture par rapport à ce système. Il n'y a pratiquement personne. Donc nous sommes face quand même à une rente. À une rente de situation et à des velléités de mieux profiter de la rente pour certains. Donc on parle de 250 partis, mais parmi les 250 partis, quelles sont les idéologies ou les idées ou les programmes qui permettraient de démarquer les uns des autres? Rien du tout. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est déjà commencer par les rémunérations. Plus de salaire pour les comment ça s'appelle, les parlementaires. Il n'y aura plus personne alors. Non, si quelqu'un veut faire quelque chose pour son pays, ils ont des jetons de présence. Donc les avantages, les voitures et autres, on les met ailleurs. Mais ils ne sont pas bien payés aujourd'hui quand même. Il y en a qui 2 millions par mois. Il y en a qui sont bien payés. C'est-à-dire que ça c'est ce que vous voyez comme salaire. Mais les avantages derrière, c'est comme tous les élus. Les élus, il y a ce que vous voyez comme émolument, mais il y a ce que vous voyez comme avantage. Les avantages, quand vous les cumulez, c'est comme les présidents de la République. Aujourd'hui, tout le monde veut être président parce que quand on cumule, ils sont les plus riches du monde. Tu veux dire qu'il y a beaucoup de fions à l'Assemblée nationale? Non, mais il y en a, dans la classe politique, il n'y a que ça, parce que vous ne pouvez pas comprendre quelqu'un qui sort de l'université, qui n'a jamais mis les pieds dans une entreprise, toute sa vie, il n'est que politicien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Sinon, je ne comprends pas pourquoi on veut faire carrière, on va se battre pour y rester. Si c'était pas convenable, ils n'allaient pas y rester. Ça, c'est sûr et certain. Mais est-ce que la prochaine configuration, on ne risque pas d'avoir les mêmes têtes dans les mêmes structures, des cumulards qui sont là aussi pour profiter de la bête, comme on dit? En fait, oui, on est parti pour rester quand même dans une configuration quasiment identique.
Et même si changement il y aura, on n'a pas l'impression ou la sensation que ce changement va se répercuter sur la vie de tous les jours. Mais ce sera dur parce que aujourd'hui les gens regardent, les gens sont informés et ce sera dur de faire comme il y a 10 ou 15 ans. C'est plus possible aujourd'hui. Les gens aujourd'hui vont veiller toutes les actions et ils vont dénoncer pas mal de choses. Et je pense que c'est ça qui va être donc le lot de ces gens. Point final à Remue Ménage. Nous étions avec Amat Soumaré, spécialiste de l'intelligence économique, directeur du Centre africain pour la nouvelle économie, et Adam Awad, directeur de publication de Financial Afrique, un hebdomadaire qui parle de la finance africaine. Et comme disait Martin Luther King, pour se faire des ennemis, pas la peine de déclarer la guerre, il suffit juste de dire ce que l'on pense. Bonne journée à tous, Abdoulaye Diouf à la technique, Alassane Sambo Diouf au micro, excellent dimanche.